Malgré mes tentatives continuelles pour m'inscrire dans les limites de la bienséance, cette vidéo devra commencer par une anecdote. Elle arrive, vous allez devoir la subir. Pas de chance. Sega, pour moi, est une compagnie dont le souvenir réside dans les salles d'arcade. Je pourrais, et je l'ai déjà fait, décrire l'expérience Afterburner 2 avec un degré de précision suffisant à en donner une vague idée. C'était la version avec les vérins hydrauliques iconiques des années d'excès de la bubble economy. J'ai aussi eu le plaisir de jouer à Outrun dans son format originel, celui qui ressemblait à une Ferrari. C'est un titre exceptionnel. Il aura fallu attendre des décennies pour qu'un Brésilien, soyez surpris, arrive enfin à en tirer un équivalent réussi disponible sur les formats d'aujourd'hui. Son nom m'échappe par contre, serait-ce Slipstream? Toujours est-il que même aujourd'hui, Sega reste l'une des rares firmes à rester ferme dans leurs efforts censés garder à flot ce marché arcade qu'ils dominaient encore avant cette pandémie organisée par nos amis les Chinois du FBI. Ceux qui travaillent à l'unisson, tout le monde le sait, avec une caste de vampires dimensionnels venus d'outre-espace pour laisser notre espèce à ses chlas. Signe avant-coureur, soyez à l'heure d'une invasion zébulonienne aux fréquences déjà perçues sur les radars d'un monde autrefois libre. Essayez de suivre, c'était hier. L'échec de Sega dans le domaine du hardware impose un esthétique constat. Leurs gameplays traditionnels sont maintenant difficiles à adapter correctement. Tel est le concept de la vidéo, je vous en causerai illico, mais maintenant, générique. La victime du jour, dit-il avec humour, se trouve être un remake polonais bas budget de The House of the Dead. Son nom inventif se trouve être, vous l'avez vu, The House of the Dead Remake. C'est sur Switch, une console nommée bien entendu après le fameux cocu oscarisé Will Smith. Merde, je me suis foiré. Will Switch. Il s'appelle Will Switch. Cette blague est tellement usée que les freins commencent à lâcher. Bon, nous allons poser la première question comme ça, direct dans la prose. Comment se fait-il que Le Masque, c'est moi, présentateur exténué de la chaîne Les Critiques du Masque, c'est ma chaîne, ait pu se rendre compte que ce titre était un remake bas budget polonais d'un classique vidéoludique, sans même faire de recherche sur l'internet? Simple, je pense que ce qui m'a mis la puce à l'oreille en tant que parfait bilingue français-anglais, c'est les nombreuses fautes d'orthographe. Elles semblent spécifiques à la manière dont un programmeur de l'Est, lui aussi exténué, écrirait vite fait des tips pour les loadings de son titre en retard sans juger judicieux d'engager un traducteur diplômé. Cela vous donne ce mot, ici, génome. Le mec voulait écrire génome, ou ce tips-là où il manque un article, sans parler de ce troisième exemple qui m'a choqué sur le moment, mais que je ne saurais préciser de mémoire car il se fait tard comme un Loir, perdu dans un manoir dont l'incurie se trouve être celle sans peine des Curiennes. Vous voyez, rien qu'une phrase comme ça, moins 12 HP, Lovecraft bien entendu. J'entends déjà les spectateurs, ils se demandent comment l'on peut bien oser attaquer un titre sur le fait qu'il a été fourni à l'eShop nintendien avec quelques mots écrits pas bien. Ce n'est pas un problème majeur, dit-on, parfois, chez les menteurs. La réalité persiste cependant. Un titre ainsi truffé de fautes langagières, c'est un signe évident que le développeur, Forever Entertainment, est au mieux doté d'une structure de troisième ordre dont l'impact sur l'industrie est similaire à celui de Davilex, en moins craspex. Proposer des textes corrects, c'est le minimum absolu. Limite ce sur quoi survit une society. Au fait, je vous l'avais pas dit, mais on vit dans une society, et sans doute pas celle du film de Brian Usna. Non, qu'ai-je fait? En insérant ici cette référence surannée, j'ai augmenté le temps nécessaire à monter cette affaire d'un bon quart d'heure supplémentaire. Galère. Passons au titre, il était temps, vu que nous sommes dans le future, il va falloir poser une question double, limite basique. Faut que le public d'aujourd'hui cerne avec aisance cette séquence maïeutique. C'est quoi The House of the Dead ? Et de manière plus large car vu en longueur le titre ne fait pas peur, un jeu de light gun. Point.
Soyons clairs, The House of the Dead est le titre anglophone d'un produit très célèbre dont l'impact nécessaire sur la société fut tant politique qu'intellectuel. Il s'agit bien entendu du fameux livre Souvenir de la Maison des Morts de Fyodor Dostoïevski. Je ne saurais résumer pleinement son propos, mais un bon teaser serait que, sans en avoir l'air, les systèmes carcéraux du tsar étaient face à leur équivalent révolutionnaire de rudes maisons de vacances dans lesquelles survivre n'était pas impossible et où régnait une étrange forme de camaraderie située au tréfonds de la société. Si vous aimez les bouquins avec de longues descriptions où des Sibériens dorment dans des sacs tout en buvant du thé de contrebande entre 2 cigarettes russes, c'est bien. Ne pas confondre avec l'archipel du goulag d'Alexander Solzhenitsyn, son équivalent du XXe siècle. Lui souligne l'importance vitale d'éliminer les communistes sur le champ avant qu'ils mettent la main sur les leviers du pouvoir, car le niveau d'inhumanité absurdiste de leur totalitarisme brise l'homme tant dans son corps que dans son âme. En gros, le bouquin fait environ 1400 pages, je résume. Malgré cette évidence historique, c'est bien le fameux classique de Dostoïevski qui fut choisi par Sega pour servir de base au titre que vous voyez ici. Le résultat fut, sans jeu de mauvais œufs, révolutionnaire. Sorti en 1997, inspiré dans la forme par Virtua Cop, un jeu local où, vous l'aurez compris, des cops se battaient contre le crime dans un monde virtual, il rebondit en faisant grand bruit sur le succès mondial de Resident Evil. Cop, Virtual, Resident Evil, House of the Dead. Tout est normal. Avant d'être un concept, The House of the Dead est un endroit en Sibérie où fut enfermé Dostoïevski. Mais dans un contexte vidéoludique, nous trouvons sous ce nom un édifice civil au distant péristyle, le manoir Kurien. Situé entre l'horreur gothique et les grotesques technologies de la guerre bactériologique, ce lieu dit vidéoludique vous amène à tenter d'éradiquer les prototypes d'une nouvelle soldatesque armée de courage, pistolet au poing. Il vous faudra faire le tour de cet endroit photoréaliste, voyez-moi ces graphismes, pour sauver des pauvres scientifiques des griffes de leurs abominables créations. C'était une toute autre époque. Tant et si bien que pour admirer une telle puissance, il fallait se rendre séance tenante dans les salles spécialisées où se trouvait pareil matériel. Celle où vous pouviez manier, nous retombons sur l'autre portion de la question après 2 pages de programme libre, un pistolet photonique. Le système est simple, je crois. Votre arme contient une diode photosensible. Celle-ci est activée lorsque vous tirez sur la gâchette. Si vous visiez la portion de l'écran indiquée comme faisant partie d'une cible, bingo, vous avez réussi à démembrer l'ennemi zombie. Easy. L'astuce principale des titres Sega de ce style consiste à l'adjonction d'une fonction permettant la localisation des dégâts. Pensez au fameux Justice Shot de Virtua Cop, celui qui permettait de désarmer le malandrin en gagnant beaucoup de points. Tiens, mon traitement de texte open source m'indique que nous atteignons déjà la moitié de cet exposé fulgurant. N'est-il pas temps de nous poser une toute dernière énigme? Elle ne causera pas Dostoïevski, promis, la voici. Pourquoi ne voit-on plus de titres de light gun se perdre sur les consoles d'aujourd'hui? Point. Telle est la question, elle est catchy. Passons à l'action. Dans un passé assez récent, la Wii avait ressuscité ce type d'artifice le temps de quelques menus délices. J'ai une liste. Capcom voulait depuis des années tenter de scier la branche sur laquelle Sega s'était autrefois perché. Leur meilleur effort, The Umbrella Chronicles. Il me reste en mémoire comme un effort méritoire. Joli, jouable, le titre promettait même des Revelations que son spin-off pourtant nommé dans ce sens était bien incapable d'offrir. Chez Ubisoft, envie de s'essayer à l'exercice donne Tom Clancy's Ghost Recon version Wii, une adaptation à la lettre des récits d'espionnage du fameux, soyons généreux, romancier. Nous sommes en effet passés en un seul texte de Dostoïevski à Clancy, c'est un hasard. Le réel joyau de cette renaissance insensée d'un style désuet doit cependant être The House of the Dead Overkill, un titre d'inspiration Grindhouse, tel était, semble-t-il, la mode à l'époque, dont les charmes évidents étaient soutenus par un gameplay de qualité supérieure. Les fans se sont surpris à espérer un retour dans la durée, sur console sous-entendu, car dans les salles d'arcade, la série, tel un zombie, n'a jamais vraiment péri. Je vous recommande au passage le dernier titre issu de celle-ci, The House of the Dead Scarlet Dawn. Il me serait impossible de vous dire pourquoi l'aube est écarlate, mais je puis vous avancer que le titre est réussi vu que je l'ai essayé brièvement l'année passée durant mes vacances. L'étrange cabinet est même doté de quelques gimmicks, dont un système atmosphérique qui vous crache de l'air dessus, ainsi qu'un système de vibration fixé sous le siège pour masser votre muscle glutéal. C'est pas mal. Retenez aussi, c'est assez évident en voyant cette capture, l'utilisation d'un pointeur infrarouge similaire à celui de la Wii. Un capteur placé sur les mitrailleurs automatiques de plastique coloré lie la position de l'écran afin de vous permettre de placer votre réticule comme celui d'une souris. Très précis, nous verrons dans quelques instants pourquoi ce point est important. Alors,
Pourquoi ne voit-on pas plus de light gun shooter de nos jours? C'est simple, la technologie nécessaire pour ce faire n'est plus inclue dans le hardware. Au mieux, c'est une fonction supplémentaire. On me dira, j'en suis certain, que celui de la PlayStation 3 est excellent, encore heureux. C'est aussi celui de la PlayStation 4, de la PlayStation 5 et avec un peu de chance, de la PlayStation 6. Il est de nos jours caché du côté VR, faut la PlayStation Camera, le casque futuriste, c'est luxueux. Tout ceci est cependant aussi une proposition coûteuse, réservée à un public réduit loin de ses racines carnavalesques. Qui pourrait bien juger judicieux de produire sans subside des titres tiers partis pour lui? Personne. Voyez le nombre de projets dont Sony se fend afin de prétendre garder l'artifice vivant. Lui aussi est réduit. Sautons de l'autre côté de l'équation. Nintendo Switch, je défriche. Ces pointeurs sont pires que ceux d'antan, vous l'aurez peut-être remarqué en visionnant les images tirées de The House of the Dead Remake. Un problème majeur s'est glissé dans le gameplay. Voyez le curseur sauter. Il se perd, c'est comme ça. Chaque combat d'une certaine durée vous obligera à recalibrer votre système de visée. Un bouton a été offert à la fonction, faudra donc l'utiliser dans le feu de l'action. Pire, le titre se recalibre aussi systématiquement entre chaque scène afin d'essayer que vous ne deviez pas y penser, histoire de donner l'impression de fonctionner. Pas de chance, il se foire. Souvent. Retournons vers la Wii. Ses succès dans ce genre d'effort reposaient sur la Sensor Bar, un système dont Sony s'inspire encore aujourd'hui. Nintendo, par contre, non, leur machine est portable, je fais le mouvement guillemets de mes doigts, et doit donc permettre une utilisation nomade. Jouer au remake de cette manière est d'ailleurs presque impossible. Tournons-nous donc vers l'aspect domotique. Vous avez deux options. Numéro 1, l'équivalent de maintenant de la Wiimote, le Joy-Con. Une manette qui porte bien son nom vu qu'elle vogue à l'aveugle en se fiant aux informations de son seul gyroscope. Chaque secousse la pousse donc dans la direction d'un doute positionnel plus ou moins existentiel. La pression d'un bouton suffit d'ailleurs. Recalibrer sera ici un acte constant, sans parler des problèmes d'ergonomie évidents du dispositif. Trop petit pour bien tenir en main. Bouton placé afin de s'assurer qu'il soit impossible de les utiliser. J'imagine que si vous êtes un bambin de 8 ans, ça s'arrange. Mais dans ce cas, pourquoi seriez-vous en train de jouer un titre où l'on démembre des monstres d'hiver avec un assortiment de pétoirs notoires trouvé au bord du trottoir? Faut pas déconner. Ce qui nous amène à l'option numéro 2, la manette Pro. Son gyroscope situé au milieu de l'objet l'aide à survivre à ce type de dérive, plus ou moins. Il faut encore calibrer son curseur en plein mitraillage, mais c'est déjà moins grave. Soulignons vite fait qu'aucune façon de contrôler l'action n'est vraiment satisfaisante. Le même constat critique m'était d'ailleurs déjà venu lors de la sortie du remake de Panzer Dragoon réalisé par le même studio modique. Seule différence, il était possible de jouer au titre avec les sticks. Cela permettait presque de pardonner le manque d'inspiration de ce titre dont les graphismes faisaient paradoxalement regretter le cubisme de l'original. D'ailleurs, soyons francs, prendre 3 pages pour chier sur un développeur polonais sans le sou, cela ne me ravit pas. Surtout que l'on ne peut qu'avoir un peu de sympathie pour une compagnie obligée de vendre son temps à des éditeurs ayant tellement perdu de leur superbe que payer leurs propres employés pour réaliser les remakes de leurs anciens succès est impossible d'un point de vue financier. Ceci dit, les jeux ainsi esquintés font partie d'un patrimoine, d'une culture et même d'un art. Ils méritent plus de respect, ça va de soi. Sous cet exercice se cache pourtant une logique terrifiante. Forever Entertainment a déjà trouvé sa prochaine cible parmi les classiques d'antan. Voyez leurs mains malhabiles se tendre vers leur nouvelle victime. Suffit de voir les images. Leur prochain voyage, direction Front Mission. Espérons que Square Enix aura jugé judicieux de leur fournir une équipe de traducteurs compétents.